Merci. Bonsoir à tous. Merci de vous être avancés. Quel courage. Merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir ce soir et surtout d'accueillir nos invités que je vais présenter dans un instant. Cette conférence, et pourquoi on est là en cet instant, c'est la rencontre du projet général d'HEC et puis d'une initiative originale et ambitieuse que Grégoire va pouvoir introduire également, qui est justement baptisé Vulnérable. Le projet général d'HEC, puisque précisément, comme vous le savez depuis donc, le premier jour, qui était un jour à Chamonix, l'enjeu pour nous, dans votre cursus de grande école, il n'est pas seulement de vous doter des outils techniques, j'allais dire des techniques de management. J'espère bien sûr que vos cours de finance, etc., se passent au mieux. C'est important, mais que le management est au-delà de ça, au sens à la fois en deçà et au-delà. En deçà, si je puis dire, puisque c'est un rapport au réel dont il s'agit, un rapport aux personnes, et c'est bien le sens des expériences que vous faites pendant cette année, à commencer par Chamonix, mais aussi l'engagement citoyen que vous êtes en train de réaliser et le stage de terrain que vous ferez dans les prochains mois. Et également au-delà, puisqu'on veut vous nourrir aussi et vous équiper sur un plan plus théorique. Bon, théorique, ça ne veut pas dire loin hors sol, ça veut simplement dire regarder, et la théorie, c'est la somme de regards et de pensées sur les expériences qui ont pu être vécues. Donc le management a cette ambition-là, et votre formation a cette ambition-là. Et avec Vulnérable donc, puisque Grégoire, tu veux introduire directement d'ailleurs dire un premier mot sur la campagne, sur l'initiative? Ok. On va en reparler tout à l'heure, mais donc Grégoire va en parler dans 2 minutes. Donc j'accueille nos invités. Donc Florence Gamy, bienvenue. On va faire un peu comme ça en mode spectacle. Ouais, bah, bravo Florence, merci. Ouais, merci Florence infiniment d'être là. Marc Batty, bravo. Et Grégoire Ducré, bravo. Florence, je le dis en 2 mots, puis ensuite on va entrer dans la conversation. Florence, tu es diplômée d'une autre école de commerce, dont je tairai le nom. Le SCP, voilà, bravo. Et tu as une longue carrière et une grande réputation dans le domaine voilà, du monde de la culture, et plus précisément du monde de l'édition, puisque tu as dirigé le groupe Bayard, membre du directoire du groupe Bayard Presse, pendant de nombreuses années, et également précédemment directrice des ressources humaines. Marc Batty, tu as un parcours extraordinaire, tu vas pouvoir nous dire davantage également. Tu es passé de la tech à la terre, une 20aine d'années dans la tech, et depuis quelques années plus proche de la terre. Je laisse les détails à venir. Et Grégoire, tu es Head of Impact. Head of Impact chez Advance, qui est un groupe de cybersécurité, un des leaders français et européens de la cybersécurité. Donc, en effet, pourquoi vulnérabilité? Le monde du travail et le monde du management est en crise. Il y a des enjeux qui sont liés, en effet, à la vulnérabilité. Pour donner une définition très simple, qui en fait relève de l'étymologie du mot, c'est la capacité d'être blessé. C'est une faille, une fragilité et une potentialité de blessures et d'épreuves. Mais cette vulnérabilité a évidemment plusieurs facettes et plusieurs niveaux, on va en parler, du niveau le plus personnel, individuel, au niveau le plus systémique. Donc ce sera important pour nous dans la conversation avec vous de balayer ces différentes dimensions. Et entre les deux dimensions organisationnelles, qu'est-ce que ça veut dire la vulnérabilité quand on est dirigeant, quand on est manager, quand on travaille dans une organisation? Voilà, donc je vais m'asseoir avec vous et je vais vous demander peut-être justement de dire un mot personnel, à la fois peut-être pour dire en plus de détails votre parcours et surtout pour évoquer comment la vulnérabilité a pu émerger, peut-être en prise de conscience chez vous, quelle forme ça a pu prendre, et déjà peut-être quelle prise de conscience, quelles conséquences a pu avoir au niveau personnel. Voilà. Et Grégoire, peut-être juste avant, est-ce que tu veux nous redire un mot de la campagne Vulnérable?
Bonjour à tous. En effet, Grégoire. Donc moi, je dirige un fonds de dotation. C'est comme une fondation qui s'appelle Advance for People and Planet, qui porte la campagne Vulnérable et qui est adossée à une entreprise de cybersécurité. Moi, j'aimerais commencer par vous poser une question avant que l'exposition arrive dans vos murs. Pour vous, pour vous, est-ce que la vulnérabilité, pour qui ça avait plutôt une consonance négative? Juste de savoir, de lever la main. Voilà. Et en fait, voilà. C'est une bonne introduction. On a fait une enquête IFOP l'année dernière auprès de plus de 2000 Français. Et quand on a posé la question aux Français, 84% disent avoir une vision négative de la vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, ils l'associent à la faiblesse, ils l'associent à la pauvreté, ils l'associent au handicap, ils l'associent à la maladie. Et tout ce qu'on porte aujourd'hui dans le projet Vulnérable, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est une campagne de changement de regard, d'ouvrir une conversation dans la société, et tout particulièrement aujourd'hui dans le monde économique, donc auprès des dirigeants, mais aussi auprès des futurs dirigeants que vous êtes, en posant une question un peu provocatrice, c'est finalement, est-ce que la vulnérabilité, c'est pas le plus grand atout de vous, leaders et futurs leaders? Et c'est ça, aujourd'hui, en fait, la conversation qui va nous occuper. Vous avez 18, et même maintenant plus, 20, avec les très beaux portraits que j'ai découverts des deux étudiants, 18, 20 inspirations qui sont là dans le couloir. Et alors pourquoi vouloir changer de regard? Déjà, c'est extrêmement intéressant. D'une part, parce que le monde dans lequel aujourd'hui on vit est un monde multi-crise. Et donc, que vous le vouliez ou non, le sujet du climat, le sujet des révolutions technologiques avec l'intelligence artificielle, mais aussi des crises, des instabilités économiques et sociales, font que le monde dans lequel on vit, de multicrises, ne permet plus ou ne donne plus vraiment aujourd'hui de vrai potentiel à l'infaillibilité. Et ça, en tout cas, après, c'est intéressant, puisqu'on le voit aussi d'un point de vue individuel. Aujourd'hui, quand on pose la question aux Français de savoir si jamais ils ont déjà vécu une expérience de vulnérabilité qui a des conséquences dans leur vie professionnelle, ils sont à peu près 2/3 à nous dire que c'est le cas. Et sur cette moitié-là, est-ce que ça a eu vraiment des impacts négatifs dans votre entreprise, dans votre manière de travailler? La moitié disent oui aussi. C'est-à-dire que demain, si vous êtes dirigeant d'une entreprise, vous devez savoir une chose, c'est qu'une majorité de vos collaborateurs vont vivre des expériences de vulnérabilité. La plupart, ça va avoir des conséquences aussi dans l'entreprise. Et donc, même chez moi, on fait un peu un raccourci. Est-ce que moi, en tant que bon gestionnaire, de prendre soin en tant que manager de mes forces vives que sont mes collaborateurs et même de la performance de l'entreprise, est-ce que je peux passer à côté de ça? Non, on ne peut plus passer à côté de ça. Et d'ailleurs, ça devient même très intéressant, puisqu'il y a encore une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui a été faite par l'Institut Choisel. Les dirigeants aujourd'hui sont eux-mêmes aujourd'hui de plus en plus fragilisés. Et on voit venir aussi le sujet de l'épuisement, de la santé mentale chez les dirigeants eux-mêmes. Et donc, la question qui est posée derrière, comme tu le disais, Romain, c'est intéressant. On vit un contresens. Vulnérable, ça ne veut pas dire qui est blessé. Vulnérable, ça veut dire qui peut être blessé. Et ça amène un énorme changement dans le regard. Si jamais vulnérable, c'est celui qui est blessé, très souvent, la nature amène à deux choses, deux réflexes. Soit c'est du déni. Non, moi je ne suis pas vulnérable parce que c'est un peu honteux d'être vulnérable, j'ai pas envie d'être faible. Et si jamais, en fait, si jamais c'est pas moi, c'est l'autre. Donc je stigmatise. Donc le vulnérable, ça devient les plus vulnérables. Et ça, c'est quelque chose du coup qui nous amène à un moment donné à rejeter la vulnérabilité plutôt qu'à accepter une chose, c'est que c'est notre condition universelle. Et aujourd'hui, l'accepter, être entouré aussi, parce que c'est pas tout le monde ne peut pas non plus aussi transformer ce sujet facilement. Ça peut devenir un vrai atout pour vous, pour devenir des leaders, pour devenir des managers. On essaie de travailler dans le cadre de la campagne justement sur ce petit guide que je vous invite à lire. J'espère, en tout cas, il a été pensé pour être assez accessible. C'est toute une démarche qui a été faite avec 11 directeurs généraux, directeurs des ressources humaines, à laquelle notamment Florence a participé, où tout le monde a réfléchi en disant en fait, comment est-ce que justement la vulnérabilité, on peut l'intégrer dans l'entreprise pour qu'on devienne des meilleurs leaders, des meilleurs gestionnaires. Et du coup, ça apporte justement quelques clés que j'espère, en tout cas, vous pourrez aussi utiliser.
Donc voilà, quel est le projet. Et ensuite, après, la meilleure des choses, c'est justement d'entendre ceux qui l'ont vécu, ceux que justement aujourd'hui, cette vulnérabilité a joué un rôle décisif dans leur vie pour devenir des bons entrepreneurs, pour avoir des vies professionnelles qui a été des exemples. Et c'est ce que fait aujourd'hui notamment l'exposition. Une importance, recréer des rôles modèles. Et derrière ces rôles modèles, expliquer quel est le rôle et comment est-ce que justement cette vulnérabilité elle peut devenir un moteur. Et donc je pense que ça fait une excellente transition pour... Magnifique, merci Grégoire. Merci infiniment. Et vous avez des informations juste au-dessus de nous et puis un QR code potentiellement pour aller voir sur le site Vulnérable et notamment retrouver le fameux guide. Merci Grégoire. Est-ce que Marc ou Florence voulaient... Bonsoir à tous. Voilà, c'est très sympa d'avoir ce moment avec vous. Et vraiment, pour moi, ce qui sera très important, c'est de tenir un échange et pas d'être voilà, dans quelque chose de descendant ou de remontant, en tout cas ici dans cet amphi. Déjà, effectivement, moi, ce mot vulnérable, bien sûr, il était connu de moi, mais je n'avais jamais mis de mots sur la question de la vulnérabilité comme quelque chose qui pouvait avoir le sens aussi profond, aussi large qu'a évoqué Grégoire. C'est-à-dire qu'on vit dans l'entreprise, on vit sa vie, voilà, on ne met pas des concepts forcément à travers tout ce qu'on vit. Et en même temps, le fait de mettre des mots et de se rendre compte des choses donne beaucoup plus de pouvoir et de capacité à les aborder. Alors, de mon côté, parce que ta question, Romain, c'était voilà, comment individuellement vous avez pris conscience de ça, comment vous avez... Voilà, moi, de mon côté, en fait, très, très concrètement, quelques petits exemples. Un exemple personnel où bon, j'ai des problèmes de vue, je suis handicapée visuelle, mais j'ai développé un sens de l'écoute. Bon, j'ai fait de la musique et l'écoute dans ma vie professionnelle a été d'une richesse et mon plaisir et mon atout. Hein. L'écoute dans une relation individuelle, dans une relation collective, dans une relation de leadership est essentielle à mes yeux. Et la vraie écoute, l'écoute de présence, pas l'écoute superficielle. Donc ça, c'est voilà, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est que moi, j'avais des proches, je l'ai dit dans le texte là, que vous avez peut-être vu dans l'exposition, qui étaient malades, voilà, dépressives. Et quand on prend conscience, et cette proche de ma famille avait en même temps, au-delà de sa maladie, qui l'a fragilisé beaucoup, une profondeur, une sensibilité et une créativité énorme. Quand on voit sous la surface des choses, la surface sociale des choses, la réalité de l'être, ça apporte vraiment une vision très nouvelle de l'autre. En fait, on n'est pas que ce qu'on paraît être dans la vie sociale, dans la vie de l'entreprise. On est aussi ce qu'on est au fond de soi, qu'on hésite parfois à révéler. Peut-être que ce qu'on voit de nous n'est pas exactement ce que nous sommes. Voilà, donc cette prise de conscience-là est très, très importante. Et puis le troisième point, moi, que j'avais envie de souligner par rapport à cette révélation personnelle, c'est qu'il m'est arrivé 2 fois dans ma vie professionnelle, enfin même plusieurs fois, mais 2 fois de façon très forte, de faire des métiers dont je ne connaissais rien. Même plus souvent encore, parce que les entreprises, donc je travaille dans la presse, je travaille chez Bayard, j'ai travaillé chez Bayard quasiment toute ma vie professionnelle. Bayard, c'est une entreprise de médias qui a commencé par la presse, mais qui s'est élargie dans l'édition, qui s'est élargie dans l'audiovisuel, qui s'est élargie évidemment dans le digital, puisque maintenant tout se fait de cette manière. Et donc, tout au long de ma carrière, j'ai dû acquérir des compétences, des métiers sur lesquels je n'avais pas bâti mon expertise et ma compétence. Voilà. Et les moments les plus cruciaux dans lesquels j'ai dû faire un switch, c'est quand, par exemple, nous avons, au niveau du secteur jeunesse Bayard, monté une co-entreprise avec Gallimard Jeunesse, et où j'ai dû basculer dans le métier de l'édition. J'ai chapeauté les équipes édition, je ne connaissais rien à l'édition. Et l'autre moment qui a été très très fort, c'est quand j'ai été nommée DRH du groupe, alors que je ne connaissais rien à la question DRH. J'avais bâti tout mon début de carrière dans le secteur jeunesse. Je faisais du marketing, de la finance, j'étais opérationnelle, j'adorais cette activité. Et le jour où on m'a demandé d'être DRH, je suis tombée de ma chaise, je me suis demandé ce que j'avais fait pour démériter à ce point-là. Et en fait, j'ai accepté parce que je faisais confiance à mon président qui me connaissait bien et que j'appréciais énormément. Il m'a fait un magnifique cadeau ce jour-là parce que finalement, j'ai pris la tête d'une direction avec des personnes expertise dont je n'étais pas, et j'ai dû porter toute mon énergie d'abord à découvrir un métier qui était le leur. Donc déjà, c'était une voie de reconnaissance à leur égard très importante qu'ils ont appréciée.
J'ai dû accepter de ne pas connaître ce métier. Donc c'est un moment un peu de traversée du désert où on se dit « Oh là là, mais comment je vais donner ma légitimité? Comment je vais la prouver ?» Et en fait, la légitimité, elle n'est pas forcément dans le fait d'être sachant, surtout dans une société aussi mobile, aussi fluide qu'aujourd'hui, et aussi fluctuante. Le sujet, c'est de savoir animer des équipes, enfin, me semble-t-il, quand on est leader, animer au sens même latin, donner une âme, c'est-à-dire savoir mettre les gens ensemble, savoir les écouter justement, savoir créer des projets, savoir voilà, en faire la synthèse, essayer de comprendre ce qui paraît essentiel. Et donc, ça a été pour moi une magnifique découverte professionnelle que de me dire, voilà, je suis vulnérable parce que je ne connais pas ce métier, j'accepte cette vulnérabilité, je suis dans une position basse d'écoute. Mon sujet, c'est d'animer un processus d'échange de créativité, de construction, d'écoute réciproque. J'apporte ma connaissance des métiers parce que j'ai déjà une carrière avant qu'une carrière opérationnelle. Eux, ils m'apportent leur expertise RH et ensemble, on va construire quelque chose de complémentaire et de riche. Et ça c'est vraiment quelque chose de très, 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 très précieux pour moi. Et puis, au moment où j'étais à la DRH, j'avais aussi créé beaucoup de... Parce qu'on était dans une logique de transformation de l'entreprise assez profonde, et on s'était lancé dans le design thinking. Et le design thinking, c'est l'art de questionner, de poser les bonnes questions et de mettre un groupe de travail autour de cette question pour pouvoir élaborer des schémas d'innovation. Et j'avais pris conscience au travers du design thinking que l'enjeu, ce n'était pas, encore une fois, d'être sachant, c'était de mettre autour de soi une intelligence collective de personnes très complémentaires, mais qui, par leur complémentarité, leur richesse de regard, pouvaient justement questionner le sujet et lui apporter du nouveau. Voilà, donc la vulnérabilité, ça a été vraiment une découverte très, très riche, mais il fallait l'accepter. Le mot n'était pas prononcé, mais aujourd'hui, je peux le dire avec ce mot-là. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. De mon côté, moi, quand Grégoire et Anita ils m'ont demandé de rejoindre ce projet vulnérable, je me suis demandé si ce n'était pas trompé de personne. Et je leur ai dit tel quel d'ailleurs. Parce que c'est vrai que, comme toi, je n'avais jamais réfléchi ou mis des mots sur ce concept qu'est la vulnérabilité. Pourtant, à bien y réfléchir, moi, il y a eu plusieurs... je vais dire jusqu'à présent, et je touche du bois, j'ai jamais vécu de failles ou de vulnérabilité particulièrement graves, et pourtant elles ont toutes façonné ma façon de voir le monde et d'exister. Quand je devais avoir une dizaine d'années, je faisais de la musique, en l'occurrence ça devait être du synthétiseur ou de l'orgue électronique, je ne sais pas comment on appelait ça. Je me suis retrouvé face à une assistance comme ça pour un spectacle de fin d'année, et en jouant, j'étais tout seul sur scène et j'ai fait une erreur, juste une fausse note. Et pas de souci, en fait, pas de souci. Donc là, tout le monde dit, bah, c'est pas grave, on recommence. Mais j'ai recommencé et au même endroit, j'ai fait la même fausse note. Je me suis levé, je suis parti. Je suis parti devant 200 personnes. Et ça a été le moment le plus humiliant de ma vie alors, à ce moment-là. Et ça a vraiment façonné. C'est quelque chose que j'ai enfoui au fond de moi. Et quelques années après, alors que j'étais en prépa bio à Montaigne, donc à Bordeaux, en col de bio, je prépare mon truc, je fais partie plutôt des bons élèves, tout se passe plutôt bien et j'allais dire contre toute attente dans cette prépa où on est tous soumis quand même à une immense pression, comme vous le savez. Et là, je prépare ma colle. Et là, donc en colle de bio, sûrement comme d'autres types de colles que vous avez ou d'autres examens, on se met à parler. Et là, ma gorge se noue et je suis incapable d'articuler le moindre mot. Et ça m'a duré toute l'année au point que je pensais que je ne serais pas en mesure de passer le concours parce que j'avais cette phobie, alors qui, je pense, a posteriori était liée à cette humiliation plus... Voilà. Et aujourd'hui, du coup, quand on m'a proposé de faire une table ronde, j'ai repensé à ça, alors que j'ai 48 ans maintenant. Et que cette première humiliation, elle a eu lieu sûrement à 10 ans et que personne ne m'a humilié. C'est juste moi qui me suis enfermé dans cette posture. Pendant de très nombreuses années, j'ai refusé des prises de parole en public parce que ça me faisait peur. Et là, avant de venir, j'ai pris mes petites pastilles contre le stress pour me dire que ça allait bien se passer. Donc ça, c'est quelque chose... et puis, je ne suis pas à l'abri qu'à un moment, j'arrive plus, je coince, et puis dans ce cas-là, je vous demanderai de m'excuser. Mais pourquoi je vous raconte ça, c'est qu'on a tous effectivement ces expériences, et finalement, même si la vulnérabilité, on n'a jamais mis de mots, on est tous vulnérables, et je pense que malheureusement, probablement dans l'assistance, vous avez, même malgré votre jeunesse, été confrontés souvent à des drames ou à des difficultés.
Voilà. Donc après, moi, je pourrais vous parler de plein d'autres expériences de vulnérabilité, mais je vais arrêter pour cette intro. Et c'est vrai que je suis ravi de partager ça avec aujourd'hui. J'espère pouvoir parler un peu d'entrepreneuriat également, puisque c'est ce qui a façonné ma carrière au cours des 10-12 dernières années. Et puis offrir peut-être un contrepoids. Donc j'espère que Romain, tu pourras m'amener sur ces sujets. Mais l'entrepreneuriat, on est loin d'être vulnérable. Il y a beaucoup de récits. On essaie de nous mettre dans une image de sauveur et de héros la plupart du temps qui colle, à mon sens, très mal à la réalité. Même si certaines personnes essaient d'incarner l'entrepreneuriat comme ça, je pense que c'est une erreur. Et donc voilà, je serais ravi de vous partager un peu d'expérience entrepreneuriale et comment la vulnérabilité au détour de tout ça s'inscrit dans mon parcours de vie. Merci infiniment. Alors, je suis obligé, pour être cohérent avec ce qu'on a dit au départ, de m'arrêter là et de vous demander si déjà vous avez des réactions par rapport à ce qui a pu être partagé, ou des témoignages d'ailleurs, ou des questions bien sûr. N'hésitez pas en tout cas à lever la main, on s'arrête et on échange. Moi j'ai une réaction justement. Grégoire, tu disais finalement la vulnérabilité est un atout. Est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est à la fois quand même négatif, positif? Hier, on a échangé, Marc, et tu m'as dit, oh là, attention au grand discours, potentiellement. On va parler ensuite de comment on peut traverser la vulnérabilité, des potentielles vertus quand elle est bien intégrée dans les organisations. Mais Marc, comment tu réagis, toi? Est-ce que tu aurais levé la main, par exemple, en disant, est-ce que la vulnérabilité est quelque chose de négatif ou pas, ou est-ce qu'en fait c'est les deux? Et comment on traverse ça? Mon premier réflexe, oui, moi j'aurais levé la main en pensant que c'était négatif, parce qu'on, oui, je sais pas quoi ajouter à ça. Moi, je pense que c'est négatif, et après, finalement, je me rends compte que cette peur ou ces peurs, ces angoisses qui ont pu se manifester à différents instants de ma vie m'ont poussé ensuite à adapter mes comportements ou à être capable finalement, ça fait ça fait de moi quelqu'un de plus prudent ou de plus humble, parce que je me suis toujours dit dans toute ma vie qu'il y avait un truc difficile qui allait se pointer. Et alors, je ne pense pas que ça soit lié aux expériences que je vous ai racontées, mais je suis toujours parti du principe que quand tout allait bien, ça allait forcément aller mal un jour. Désolé de plomber l'ambiance, mais je l'ai ressenti avant peut-être d'autres expériences dont on reparlera après, mais de prise de conscience écologique ou de paternité, qui sont quand même des expériences un peu plus structurantes que celles que j'ai pu décrire avant. Et donc, voilà, moi, je pense que le fait d'intégrer ça dans nos postures d'hommes et de femmes ou même de dirigeants, que les choses ne se passeront pas toujours comme prévu, moi, je trouve que c'est positif. Et un exemple que je te donnais, typiquement pour raccrocher ça à l'entrepreneuriat, il y a quelque chose dans le monde des startups que beaucoup partagent, c'est un peu être all-in, comme on dit, ou avoir vraiment de skin in the game, être vraiment très, très mouillé. Et donc certains vont jusqu'à cultiver ce type de conseil en disant il faut avoir qu'un plan A. Parce que si vous avez plusieurs plans pour votre boîte, ça veut dire que vous n'êtes pas assez focus sur la direction que vous voulez donner. Et si vous avez un filet de sécurité, par exemple, moi, j'avais eu la chance d'être en rupture conventionnelle avant de monter ma première boîte. Ça veut dire d'avoir quand même le chômage. Et certains vont jusqu'à vous dire non, il faut bouffer des pâtes et du riz tous les soirs pour bien se rendre compte que ça fasse mal et que vous ayez envie de vous sortir. Moi, je ne partage absolument pas ça. Et je pense que malgré tout, c'est un truc qui vient des US et qu'on retrouve beaucoup chez certains entrepreneurs français assez vocaux. Cette culture de la force et du passage en force est vraiment très antinomique de ce que je suis et de ce que j'espère beaucoup d'entrepreneurs sont. Moi, j'ai toujours fait mes boîtes ou même quand j'étais consultant, j'ai toujours fait un plan A, un plan B, un plan C. J'ai toujours réfléchi au pire, qu'est-ce qui se passera. Par exemple, quand j'ai lancé ma boîte, je me suis dit, si ça marche pas, c'est-à-dire si on n'arrive pas à se payer au bout d'un an ou deux, qu'est-ce que je risque au pire? Et j'ai toujours regardé le pire des scénarios comme étant un outcome raisonnablement probable, voire peut-être le plus probable. Et à chaque fois, le fait de me projeter sur le fait que ça n'allait pas marcher m'a aidé à faire marcher. Et le fait est que dans ma vie, j'ai eu beaucoup plus de succès. Voilà, encore, je touche du bois, mais j'ai eu que des succès professionnels. Je n'ai pas connu d'échec alors que je l'ai fait toute ma vie, je me suis préparé à l'échec. Ce qui rappelle la phrase de Wilde, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, mais 99% étaient dans ma tête. Mais en effet, il reste le 1% qui est la vulnérabilité, qui est cette réalité-là profonde. Et merci beaucoup. Et dans ce que tu dis,
J'ai l'impression déjà que... Ah pardon, il y a une question. Génial. Ah, j'ai loupé. Lise. Merci. J'avais une question pour vous, Marc, par rapport à cette fausse note qui vous a collé une honte d'enfer. Je connais ça, en l'occurrence, donc c'est pour ça que votre anecdote me parle. Moi, je joue de la batterie et j'ai eu une expérience similaire vers 10-11 ans, pareil. C'était sur la chanson Ride de 21 Pilots. Et j'ai flingué ma métrique, ce qui fait qu'il n'y avait plus aucun bon rythme. Enfin, ça a été une catastrophe. Mais bon, nous, on n'a pas repris la chanson. Il a fallu avancer. Mais donc, je voulais savoir si cette expérience avait modifié votre rapport à la musique, si ça avait contaminé, on va dire, le plaisir que vous pouviez trouver dans cette activité. Alors bon, moi, j'ai pas continué la musique, mais je n'ai jamais réfléchi à ce que c'était à cause de ça ou pas. Moi, j'étais pas particulièrement doué, hein. Donc ma fausse note, elle était plus attendue, je pense, qu'autre chose. Mais c'est quand on est enfant, on nous fait jouer comme ça et ça paraît normal dans une kermesse ou autre. Ça a pas. Alors moi, je suis pas un musicien, mais je me rends compte qu'il y a peut-être effectivement un truc qui s'est à chaque fois que je suis confronté à la musique ou que j'écoute de la musique, je me rends compte que ça m'emporte et que c'est vraiment quelque chose de très fort chez moi. Et donc il y a peut-être eu un écart, effectivement, ça m'a peut-être éloigné bêtement de ce chemin qui aurait pu être avec la musique. Mais je ne pense pas que j'avais un talent caché en musique, qu'on soit très clair. Est-ce qu'il y a une autre question ou intervention? Oui. Martine. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure d'échec et justement, je voulais vous demander si pour vous, le concept de vulnérabilité serait automatiquement lié à une situation vécue ou un sentiment d'échec. Non, pour moi, c'est pas du tout associé à ce mot-là. Encore une fois, pour moi, la vulnérabilité, elle fait partie intrinsèque de notre situation d'homme ou de femme, d'humain. Et à l'heure où on parle d'intelligence artificielle, on parle de surperformance, on parle de robots, on parle de technologie. Voilà, on parlait de musique tout à l'heure, de sensibilité. Notre part d'humanité, pour moi, elle est précieuse et elle est imparfaite. Voilà. Donc, c'est pas de l'échec, c'est justement cette fragilité qui fait que on est obligé de réagir, on est obligé de s'adapter. Il y a quelque chose de vivifiant derrière qui oblige à sortir de son confort pour pouvoir voilà, se remettre en question. C'est aussi une question de lucidité sur soi. Donc, voilà, je ne pense pas que ce soit associé à l'échec. L'échec peut être une manière de la vivre, parce que si on était des surhommes et des surfemmes, on ne vivrait pas l'échec. Il y a une manière de vivre l'échec aussi, de l'accepter, qui fait que voilà, on peut en sortir par le haut. Mais en tout cas, pour moi, la vulnérabilité, c'est vraiment pas ça. La vulnérabilité, c'est voilà, c'est une manière d'être au monde, une manière de ressentir que nous sommes dépendants et interdépendants les uns avec les autres. Surtout quand vous êtes brillant, vous avez réussi jusque-là votre parcours d'études magnifiquement. Moi, je me souviens quand je suis rentrée à l'école, on m'a dit vous êtes l'élite de la France. Ça m'a bien fait rigoler parce que, même si à l'époque j'avais pas encore eu tout mon parcours professionnel, je devinais que ça ne pouvait pas être la vérité, que je n'étais pas finalement. J'ai eu la chance de faire ce parcours. J'étais pas ultra passionnée toujours par ce que je faisais. Et j'avais moi aussi hésité à faire de la musique. Voilà, donc c'était bon. Voilà. Et donc voilà, donc ce rapport à la surperformance, je le trouve très normatif, très normatif. Aujourd'hui, je le trouve destructeur, délétère dans la société dans laquelle on vit, dans le chaos dans lequel on vit, quand on voit ce qui est en train de se passer dans ces espèces de prétentions à aller au-delà de la performance et de tout maîtriser. Et donc moi je dis, ouf, soufflons. Voilà, entre hommes et femmes, voilà, vivons ce que nous avons de plus fort, de plus profond, de plus sincère, de plus vivant. Et voilà, c'est Michel Audiard qui disait « Bienvenue les fêlés, ils laisseront passer la lumière ». Je pense que l'acte artistique,
C'est un acte qui ne peut émerger que des fêlures, que de quelque chose qui n'est pas une conscience absolue du fait qu'on est géniaux et que voilà, quand on est génial, on ne peut pas progresser, on ne peut pas se questionner, on ne peut pas s'intéresser à autre chose. On sait qu'on est génial, donc voilà. Donc quand on commence à douter, à se questionner, à se dire tiens, là, il me manque quelque chose, et si ceci, et si cela, est-ce que j'ai bien réagi? Est-ce que j'ai bien parlé à telle personne? Est-ce qu'il m'a compris? Est-ce que je me suis fait comprendre? Ça change tout dans le rapport humain, ça change tout voilà. Donc c'est pas de l'échec, c'est juste que il y a une forme d'intranquillité liée à une conscience de sa vulnérabilité qui fait qu'on entre en relation véritable, authentique, humaine, et que c'est beaucoup plus joyeux et beaucoup plus sympathique et beaucoup plus vivant. Voilà. Mais pour moi, c'est... Alors, j'aurais pas levé le doigt en disant que c'était positif ou négatif. J'aurais plutôt hésité en me disant, mais finalement, c'est juste propre à notre condition humaine. Donc, voilà. Et après, effectivement, j'aurais peut-être dit que c'est positif parce que justement... je crois qu'en effet, les créations, les innovations, la musique, les arts naissent aussi de cette conscience d'une forme de fragilité et de volonté de dépasser quelque chose, une limite personnelle. Voilà. Et peut-être juste un point qui est intéressant, parce qu'il ne faut pas se tromper. Le changement de regard sur la vulnérabilité, c'est une question qui est en plus merveilleuse pour une école de commerce, parce que c'est une invitation à repenser la performance. Mais par contre, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'injonction à la performance qui existe dans notre société, donc c'est-à-dire que pour répondre à la question, oui, c'est normal que vous ayez un regard négatif sur la vulnérabilité. C'est le cadre normatif dans lequel on est, c'est le cadre normatif dans lequel on grandit, et donc c'est justement aujourd'hui la définition qu'on fait de la performance. Par contre, ce qui est intéressant, on essaie de prendre un peu de recul aujourd'hui justement sur ce que signifie la vulnérabilité. Donc en gros, on est tous vulnérables. On va dire, on navigue comme ça, un peu dans un océan, un peu d'instabilité. Et puis parfois, dans la vie, on va vivre ce que nous, on appelle une vulnérabilité accrue. Vous allez vivre une maladie, vous allez vivre un décès. C'est jamais drôle. Et ça, vous allez vivre quelque chose qui va être terrible, qui va être des sentiments extrêmement négatifs. Et là, il y a un point, à un moment donné, qui est un point de bascule, et c'est ça qui est intéressant, c'est cette partie-là qu'on oublie un petit peu, et c'est ça qu'on essaye aussi d'amener dans le changement de regard, c'est qu'on va pouvoir le transformer. Parce que l'expérience qu'on va en vivre, elle va aussi vous permettre de développer des compétences, de développer des aptitudes. On dit souvent qu'on apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses réussites. Alors je ne sais pas du coup si jamais la question c'était justement est-ce que là c'est un échec. En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement fort qui vous fait sortir de ce que vous êtes et qui va amener chez vous en fait à développer des choses nouvelles. Par contre, il ne faut pas qu'on tombe dans l'injonction à la vulnérabilité créatrice de force. On est très inégal là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir après deux possibilités, pour en citer deux. Un processus de résilience. Ça veut dire que derrière, on va vivre, on va se transformer. Très souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on se transforme. On ne revient jamais au point d'avant. Quand je vis quelque chose, je peux essayer à un moment donné de me dire que je vais essayer de revenir avant la maladie, je vais revenir avant le deuil, pour parler de vulnérabilité extraordinaire. Mais non, on vient changer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, dans ce qu'on a changé, il y a là quelque chose qui peut être extrêmement positif si on sait le regarder. Et c'est ça justement que dit la vulnérabilité, c'est, étant donné qu'on vit tous beaucoup ces expériences, de manière extraordinaire ou ordinaire, transformons-les. Par contre, il y a un autre processus qui s'appelle la désilience. Et ça, c'est les gens qui ne réussissent malheureusement pas à transformer. Et ça peut prendre des situations qui sont même extrêmes. Donc, il n'y a pas d'injonction à faire. Chacun fait face à ses expériences comme il le peut. C'est pour ça qu'on dit que c'est important, plus on est bien entouré, et plus en fait les regards des gens autour de nous, notamment de nos managers, de nos leaders, vont être aussi des regards soutenants, plus on aura de chances d'en faire quelque chose de positif. Et donc, comme ce qu'on s'est dit, c'est qu'on vit dans un contexte où, en gros, c'est présent partout, la vulnérabilité, dans les individus, dans les organisations, dans la nature. Si, en fait, on ne change pas ce regard tous, et notamment leaders et futurs leaders, on ne pourra pas, en fait, exploiter, on ne pourra pas libérer ce potentiel qui est là.
Donc, je ne sais pas en l'occurrence si ça répond exactement à votre question. Et après, il y a juste un point, parce que c'était un sujet intéressant. Il y a une étude qui a été faite par Google qui s'appelle l'étude Aristote, où ils ont essayé justement de voir dans les organisations, à un moment donné, où est-ce qu'on crée justement de la performance et de l'innovation. Et notamment, ils ont mis en avant un point, c'est que c'est dans les équipes où on a développé le plus fortement la sécurité psychologique. Donc, le droit à chacun à échouer, à être vulnérable, qu'on rencontre les plus grands facteurs d'innovation et de performance. Donc, il peut y avoir une transformation qui se fait là. Merci infiniment, Grégoire. Et je vous renvoie sur cette question aussi de la sécurité psychologique aux travaux de Amy Edmondson, qui est professeure à Harvard et qui étudie réellement les conditions pour que cette sécurité existe dans une équipe et dans une organisation plus largement. Marc, tu voulais... Je voulais juste ajouter quelque chose qui était lié à ce que tu disais sur le doute et au fait que tu parlais de vulnérabilité un peu plus systémique et liée à la nature. Moi, comme tu disais, j'ai eu 2 parcours, une partie dans la tech, où a posteriori j'ai l'impression d'avoir été dans le déni de plein de choses, de choses que j'avais en moi, notamment une sensibilité assez accrue pour les questions environnementales. Et en fait, j'ai envie de dire maintenant, plus je regarde la tech avec un recul qui est quand même relativement récent, et plus je vois mes anciens confrères dans leur bulle, hein, sans parler de bulles spéculatives autour de l'IA, il y a un peu ces bulles cognitives où tout le monde se rassure. Et moi, j'ai l'impression que la vulnérabilité dont j'ai pris conscience depuis maintenant au moins 2018, collective et systémique du monde qui nous entoure, donc le fait qu'on est, je vous apprends rien j'espère, mais dans un moment d'extinction majeur de la biodiversité, donc avec 80% des insectes qui disparaissent, 80% des oiseaux, enfin c'est des choses qui devraient tous nous faire flipper éminemment. Et en fait, dans ce contexte-là, il y a toute une partie de la population qui a choisi de dédier son espoir, ou en tout cas de porter son espoir à travers une technologie salvatrice. Et donc, pour avoir été dans la techno, moi, j'ai pas vu la techno sauver grand-chose. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle n'est pas nécessaire, parce que je suis encore technophile dans l'âme, et il y a évidemment énormément de progrès qui ont été faits grâce à la technologie. Souvent, quand on a ce type de discours que je vous porte là, on nous ramène évidemment à l'invention du vaccin, à tout un tas de progrès qui ont été faits en matière de santé qu'il ne faut évidemment pas renier. Pour autant, penser que l'IA va nous aider à combattre le changement climatique ou l'extinction de la biodiversité, ou qu'on pourra polliniser des champs avec des drones de la taille d'une abeille. Il n'y a qu'un pas pour certains. Et alors, ce qui est petit exercice intéressant, hein, vous pouvez aller sur ChatGPT, vous lui demandez ce qu'il faut faire, ou quels sont les plus grands dangers que traverse l'humanité. ChatGPT, n'en déplaise à tous ses créateurs, a très très bien compris ce qui se passait et pourra vous expliquer ce qu'on devrait faire immédiatement. Donc c'est assez, voilà. Et donc tout ça pour dire qu'on a une vulnérabilité systémique et finalement moi qui a été accru hein, dans mon parcours avec le Covid quand même. Je ne sais pas si vous vous rappelez, post-Covid, alors moi j'ai essayé d'acheter un vélo à ce moment-là, c'était assez rigolo, mais on ne pouvait pas acheter un vélo dans le monde, ou presque, parce que, en l'occurrence vélo électrique, pardon, vélo électrique parce qu'il y avait un cargo qui était coincé dans le détroit et pendant des mois et des mois, les chaînes d'approvisionnement ont été retardées. Et ensuite, ça a duré dans l'industrie du vélo, mais je prends l'exemple du vélo parce que c'était ce qui me touchait à ce moment-là, mais ça a duré pendant des mois et des mois, ça s'est prolongé sur des années. Et là, en fait, c'était assez drôle de se rendre compte que l'humanité était suspendue à un putain de bateau qui était coincé en travers, quoi. Et ça nous a perturbé le commerce international. Donc je pense que c'est intéressant quand même de s'en rappeler quand on est justement dans une école de commerce, c'est que vous allez avoir probablement dans les 10 prochaines années de votre vie ou les 20 prochaines années de votre vie, en tant que salarié ou dirigeant, l'ambition de mettre un couvercle sur ce qu'on vient de vous dire là, en pensant que grâce à la techno, grâce à des boîtes, grâce à la performance économique, grâce à la finance, on va pouvoir agir sur des leviers. Là, on a vu un autre exemple récemment, c'est le détricotage de la CSRD. La CSRD, alors moi, donc toutes les normes finalement pour encadrer la finance et essayer de lui donner un côté plus responsable. Moi, c'est assez drôle parce qu'en tant qu'investisseur, je me suis amusé j'essaie d'investir mon argent le plus utile possible. Je ne me suis pas amusé, justement, ça m'a fait plutôt pleurer. Et à chaque fois qu'en fait on me disait, ce placement il est artificiel,
article 9. Donc article 9, ce sont les placements les plus vertueux. Et derrière, je soulevais le capot et en fait, sans jugement de valeur sur les boîtes en question, mais en fait, sur les fonds qui étaient censés être des fonds les plus impact possibles, derrière, il y avait du Microsoft, il y avait du Hermès, il n'y avait que des grands groupes et des choses qui n'avaient aucun rapport avec le truc. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut vraiment essayer de prendre conscience de notre vulnérabilité en tant qu'humain. Et dans le business, malheureusement, il y a à peu près 90% des boîtes qui ont mis un couvercle sur cette vulnérabilité et qui ne vont plus la regarder du tout pour conduire leurs opérations, on va dire, en business as usual. Puis après, vous avez une petite fraction, c'est les 10-12% des gens qui travaillent dans des boîtes de l'économie sociale et solidaire, qui, elles, au contraire, ont utilisé ou pris conscience de cette vulnérabilité et fondamentalement, le fait de travailler sur des solutions plus résilientes, que ce soit sur l'agriculture, la santé, l'aide aux personnes et ça, en ont fait leur objet social. Voilà. Et malheureusement, mais j'espère qu'on en convaincra quelques-uns dans l'assistance, vous aurez la tentation d'aller bosser dans les boîtes qui payent le mieux et qui se contreficheront de ce qu'on vient de se dire là. Je lève les yeux. Daniel, tu voulais? Merci. J'ai presque oublié les propos que je suis un peu vulnérable à ma mémoire, mais quand même, je voulais pointer, d'abord peut-être recadrer un peu sur le monde du commerce et du leadership. Parce que pour moi, en fait, vulnérabilité dans ce contexte-là, ça montre une humanisation du leader. Et dans ce très beau exposition que nous avons, un des témoignages les plus, pour moi, poignants, c'est le leader qui parle d'avoir repris, je pense que c'était dans la famille, une société et qui plongeait. Et c'était en montrant aux travailleurs ces vulnérabilités qu'il y a eu un tournant et que ça a démarré vraiment une carrière, un relance très important. Je pense que vous savez lequel des portraits j'évoque. Et je pense que effectivement, cette idée de vulnérabilité a été beaucoup étudiée. Et je voulais citer un professeur de sociologie qui a écrit dessus pour Sciences Directes, Bernard Ennuyé, qui est professeur à Descartes et qui conclut en disant: la vulnérabilité est notre fond commun d'humanité et c'est seulement à partir de cette reconnaissance de notre vulnérabilité commune que nous pouvons contribuer à l'autonomie de ceux qui apparaissent plus vulnérables que nous. Et je trouve assez fort comme conclusion. Et peut-être une deuxième remarque, c'est que vulnus, j'aime beaucoup les étymologies des mots. Ça vient, vulnérabilité vient de vulnus en latin, qui veut dire non seulement être blessé, mais blessé, qui montre un peu la complexité, je pense, du mot. La deuxième la définition a été plus ou moins rejetée, mais ça a existé à sa base. Merci. Merci Daniel. Il y a comme en effet un choix permanent et à tous les niveaux, soit de reconnaître cette réalité, donc la vulnérabilité n'est pas un choix, mais est un fait, soit de s'en détourner, voire de s'en protéger de mille manières. En effet, donc on a évoqué la technologie, on a évoqué certaines réactions parfois politiques, on a évoqué le culte de la performance, on peut évoquer même... Il y a un philosophe, pour donner un autre exemple de travail, qui parle de relations immunitaires contre relations communautaires, en disant que toute rencontre, pour revenir aussi à ce que tu disais Florence sur notre vécu d'hommes et de femmes et nos organisations qui ne sont finalement qu'une combinaison de ces relations, toute rencontre et toute relation est soit une blessure, est un risque de blessure, soit une bonne nouvelle, une occasion en effet de créer quelque chose ensemble. Donc que faisons-nous de ce risque et y allons-nous quand même, ou nous en protégeons-nous? Et donc il étudie notamment, le professeur italien Roberto Esposito, qui étudie notamment la bureaucratie comme finalement une somme de mécanismes, de process, qui n'est que le symptôme de cette peur inaugurale d'aller dans cette rencontre, dans ce vécu humain. Et comme également tu l'évoquais Daniel, sur est-ce qu'on s'en détourne, on s'en protège, ou est-ce qu'on la reconnaît et on la cultive. Et donc ce mouvement d'humanisation, et dans tout ce que vous dites depuis tout à l'heure aussi, j'ai l'impression qu'il y a comme une recherche finalement d'équilibre, en effet, entre le fait d'être dans une organisation, de devoir assumer des rôles, de devoir
également assumer les objectifs de performance, devoir réussir. Tu parlais de relations avec les investisseurs. Florence, tu parlais de nouveaux jobs qu'on peut prendre avec des responsabilités très fortes, humainement et d'un point de vue business, d'un côté. Et puis de l'autre côté, en effet, les doutes, les imperfections, les risques et les épreuves, etc. Comment on fait quand on est en effet entrepreneur, dirigeant à très haut niveau comme vous l'êtes, pour marcher sur cette ligne de crête sans tomber d'un côté ou de l'autre, parce je viens d'évoquer qu'on tombe souvent, et trop souvent, d'un côté qui est le côté de la surperformance et d'une espèce de bulle, à plusieurs titres. Mais comment non plus ne pas tomber dans l'autre côté de l'autre versant de la montagne, qui est une vulnérabilité à tout craint, sans en effet prendre conscience et mettre en place les bonnes conditions pour l'entourer, pour l'accompagner dans les cas où elle est accrue, où elle est à vif. Donc comment faire, donc, pour reprendre aussi ce que vous disiez dans les exemples préliminaires, et comment vous l'avez vécu, comment vous essayez de trouver cet équilibre-là. Florence, quand tu disais par exemple, j'ai pris un job sur déjà des jobs que je ne connaissais pas, sur des projets nouveaux, des métiers nouveaux, pour à la fois être capable de tenir cela, partager des doutes et en même temps tracer une ligne de leadership, de vision. Et pareil pour toi, Marc, comment tu as réussi à faire? On voit aussi avec ta personnalité, très authentique, très simple en un sens, comment tu as réussi des performances extraordinaires d'un point de vue business. Comment faire pour trouver cet équilibre-là entre les deux pôles? Voilà. Moi, ce que m'inspire ta question, Romain, c'est que en fait, dans la vie d'une entreprise, quand on est en responsabilité, quand on est en responsabilité management, on peut avoir deux réflexes. Le premier, et qui est assez naturel et qui vient tout de suite, c'est de dire il faut que je réussisse mes objectifs. Et la tentation, d'ailleurs, de la hiérarchie, c'est de fixer des objectifs opérationnels, financiers. Il faut que tu fasses un chiffre d'affaires en progression de 20%, etc. Et de fixer des choses très, très matérielles et très opérationnelles. C'est tout à fait nécessaire, bien évidemment, mais déjà, la question qui se pose, c'est les critères qui sont ceux de l'entreprise. Est-ce que ce sont que des critères financiers ou est-ce qu'il y a aussi des critères, comme tu le rappelais, Marc, non financiers qui font partie de l'impact et qui font partie aussi du rôle que peut avoir l'entreprise sur la société. Mais déjà, ce côté un peu réussite opérationnelle qui marque évidemment la vie de l'entreprise, ce sur quoi je jette mon dévolu, mes priorités chaque jour. Je suis dans la production. Voilà, je me vis dans la production. Et l'autre option, et elles ne sont pas incompatibles, mais pour moi, il faut arriver à les tisser de façon équilibrée, c'est celle de la relation. C'est le temps qu'on prend dans la relation. La relation, c'est du temps. Ce n'est pas de l'argent au sens strict des choses, c'est du temps. Et le temps, vous savez bien comme c'est précieux, et dans l'entreprise, on est souvent pris par le temps, on essaie de travailler beaucoup, on essaie d'être performant, on essaie de se donner, de s'engager, etc. Il faut produire, il faut réussir les objectifs. Mais du coup, parfois, la tentation, c'est d'abandonner le temps que je consacre à mon équipe. Disons, ce serait bien, moi je vais leur faire un petit mail ce week-end, je vais leur dire voilà, toi cette semaine tu as mal bossé, la semaine prochaine voilà ce qu'il faut que tu fasses, etc. C'est fait en 3 minutes pendant le week-end et puis la semaine prochaine on recommence comme d'habitude. Et en fait ce temps de la relation, quand il n'existe pas, c'est quelque chose qui peut être extrêmement grave et dangereux pour l'organisation. Et il n'est pas toujours facile à trouver parce que c'est une discipline aussi du dirigeant de se dire, voilà, j'ai mon enjeu de production, mais si je ne traite pas la question de la relation, si je ne traite pas la question du bien-être de l'équipe, si je ne traite pas la question des débats qu'il peut y avoir, des questions sur le travail, etc., les choses vont s'étioler, l'absentéisme va commencer à se développer, l'engagement va diminuer. Quant à Bayard, on avait fait un petit observatoire sur ce qui crée l'adhésion à l'entreprise et l'engagement. Qu'est-ce qui était sorti ? Le premier sujet, c'était la qualité du projet. Ce qui me fait lever le matin, c'est que je bosse pour quelque chose qui a du sens. Je bosse parce que je sais que les titres que je vais écrire, ça fait grandir les enfants. Je bosse parce que le journal dans lequel je vais travailler, il fait une investigation sérieuse et il essaie de promouvoir une information juste. Le deuxième élément d'engagement, c'était quoi des salariés ? C'était la qualité de la vie d'équipe.
Quand je viens le matin, je me sens bien, j'ai un chef qui m'écoute, je peux lui parler, je parle d'être humain à être humain. Évidemment, le sujet n'est pas de laisser du laxisme s'installer et de parler que de sa vie personnelle, mais en tout cas de trouver cet équilibre où j'existe aussi. Je ne laisse pas ma vie privée au vestiaire quand je suis dans l'entreprise. Donc comment je fais en sorte que l'autre, mon collaborateur, certes, mon enjeu, c'est de travailler avec lui, c'est ma priorité, mais qu'il existe aussi en tant qu'être humain, en tant que père, en tant que musicien, en tant que personne qui a sa vie aussi. Et ça, sincèrement, c'est très important. Ça ne vient pas naturellement, forcément, ça peut venir intuitivement, et je l'espère pour vous, parce que c'est comme ça que la vie d'équipe se construit, c'est comme ça que la performance d'équipe se construit sur le long terme. Vous ne réussirez pas si vous n'êtes que dans la production. Vous ne réussirez pas si vous n'êtes que dans le court terme. Et donc pour moi, la vulnérabilité, c'est aussi lié à cette question du rapport au temps, le rapport au temps court, le rapport au temps long. Comment je prends en compte dans ma vie d'entrepreneur, dans ma vie de leader, dans mon exercice du pouvoir, le fait que j'ai une restitution, un livrable à rendre pour demain, pour la semaine prochaine, pour dans un mois, mais que pour autant, je ne fais pas le sacrifice et le compromis des hommes et des femmes qui travaillent avec moi et sur lesquels j'ai besoin de les associer, j'ai besoin de créer l'adhésion, j'ai besoin de comprendre où ils en sont, j'ai besoin d'accepter parfois leurs moments où ils sont un peu moins bien et où je sais qu'ils vont reprendre du tonus, mais que je peux accepter aussi qu'on traverse aussi parfois tous en tant qu'êtres humains des déserts. Voilà. Donc tout ça, c'est extrêmement important, c'est extrêmement complémentaire. Et pour vous donner un petit exemple, récemment, j'étais invitée par la SNCF Réseau qui me demandait de témoigner à une journée qui regroupait ces ambassadeurs de la qualité relationnelle et opérationnelle. Voilà. Mais c'était la qualité relationnelle et opérationnelle. C'était à la SNCF, c'était une entreprise technique, hein, mais il y avait cette prise de conscience que les deux sont nécessaires. Et pour moi, parler de vulnérabilité, c'est parler de ce rapport au temps, de ce rapport aux gens avec qui on travaille, et pas que de l'élaboration d'une production qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante, parce que l'entreprise, c'est une aventure humaine, avant tout. Voilà. Et l'aventure humaine, c'est l'aventure dans laquelle la vulnérabilité existe au sein du collectif. Merci pour votre présentation. En fait, à vous écouter, j'ai l'impression que c'est une vision a posteriori de la réalité, dans la mesure où j'ai l'impression que ce sont des choses que vous n'avez pas eu forcément l'occasion d'appliquer vous-même. Donc je me demande si c'est pas peut-être après qu'on peut se poser ce genre de questions, dans la mesure où nous ne sommes même pas au début de nos carrières et on nous demande d'être vulnérables, ou du moins. Est-ce que c'est pas quelque part ouvrir la porte à de la faiblesse, en fait? Parce que c'est le mot que j'ai envie de mettre dessus. Est-ce que cultiver de la vulnérabilité, c'est pas aller vers un culte de la faiblesse, finalement? Ça rejoint peut-être ce que j'allais dire. Nous, ou le monde ne vous demande pas d'être vulnérable pour être vulnérable. C'est notre propos, je pense, qui sera plutôt de vous rassurer ou de vous sécuriser dans le fait que si ça vous arrive et si vous ressentez ça, déjà d'autres sont passés par là avant. Et effectivement, c'est la capacité à l'analyser comme on le fait là. C'est un exercice qu'on fait effectivement a posteriori, où on prend un peu de rétrospective sur nos vies et on se dit à quel point ça a façonné ou pas. Donc je pense que vous avez complètement raison de dire que c'est a posteriori. Pour autant, moi, tu parlais de comment on applique ça dans le management. Ça. Moi, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'humain, je pense que ce qui m'anime le plus, et je ne le fais pas exprès, et en plus, je vais vous dire, j'ai pas confiance en moi, mais ce qui m'anime le plus, c'est le doute. Donc d'un côté, les gens ils vont penser de l'extérieur que j'ai confiance en moi, alors que je passe ma journée à douter. Toujours en train de me demander si je suis en train de faire le bon choix. Dès que j'ai eu un propos malheureux pour une personne, et pourtant je ne suis pas la personne la plus empathique en apparence, je peux être très dur dans mes relations sociales où je suis un peu expéditif, je suis un peu maladroit, voilà, et donc pas toujours le plus doux vis-à-vis des personnes qui travaillent avec moi. Mais pourtant, ça me heurte énormément quand j'ai dit un truc plus haut que ce que j'aurais dit, quand j'ai l'impression de ne pas avoir compris ce qui se passait. Etc. Donc, tu parlais d'authenticité. Je suis content que tu abordes ce mot-là. Moi, c'est ce qui me définit. Enfin, c'est ce que j'aimerais qu'on retienne de moi un jour, c'est d'être authentique, c'est-à-dire de ne pas. Moi, j'ai jamais laissé la vie perso, pardon, au vestiaire de la vie pro. Les gens, ils me demandent comment ça va.
Et je me rappelle quand j'étais plus jeune et je disais, je ne comprends pas pourquoi on me pose cette question puisque tout le monde s'en fout. On a tous vécu ça au boulot et vous le vivez peut-être même à la cafette. On vous demande comment ça va, mais qui écoute réellement cette réponse? Moi, je m'étais amusé à provoquer régulièrement. Au moment où je me sentais moi-même, je dis, bah non, ça va pas. Voilà. Et les gens, ils étaient complètement désarçonnés, ils ne savaient pas quoi dire, répondre à ça. Mais la réalité, c'est qu'on ne va pas bien, quoi. Il y a plein de fois où ça ne va pas. Et donc moi, j'ai jamais fait j'ai rendu très perméable dans ma vie, à la fois d'homme et de professionnel, le fait que ma vie personnelle infusée sur le côté pro, peut-être aussi pour me protéger, pour justifier que j'étais pas forcément de bonne humeur ce jour-là, d'être capable de l'expliquer plutôt que de le renfermer, de le garder pour moi. Cette authenticité, moi, elle me permet d'être serein, c'est-à-dire le simple fait de vous dire que j'ai une peur en général de parler en public, que là je maîtrise et que je n'ai pas peur ce soir, tout va bien, mais le fait de vous le dire, c'est aussi pour m'autoriser à être défaillant si d'aventure la situation se produit. Voilà. Le doute en tant qu'entrepreneur, alors pour le coup, si je peux donner aussi ce conseil, si certains d'entre vous se lancent dans l'aventure, ou en tant que dirigeant, c'est vraiment être capable de questionner des scénarios, questionner des opportunités, questionner des personnes quand on recrute, et ne pas douter, c'est la pire erreur qu'on puisse faire quand on est entrepreneur. Ne pas parler de ses idées, ne pas les discuter, ne pas les confronter à la réalité, c'est sûrement la pire erreur qu'on puisse faire. Donc moi, je trouve que finalement, pour gérer ce doute, ces incertitudes, ces anxiétés que j'avais, le fait d'en parler, le fait de les rendre perméables, le fait de les exposer, eh ben, ça m'a rendu plus confortable avec moi-même. Et je pense que c'est pas anodin dans les réussites que ça a pu conduire, parce que finalement, j'ai laissé le truc s'exprimer naturellement. Et ce que je vous dis là, je le dis d'autant plus convaincu que c'est pas quelque chose que les entrepreneurs racontent. Souvent, on va vous dire, voilà, j'avais une idée, j'ai foncé, j'y étais très fort. Franchement, moi, je vois beaucoup de gens qui doutent. Il y a une question, je ne vais pas vous demander de relever la main, mais j'ai envie de vous poser 2 questions, vous y répondez dans votre tête. Qui se sent performant? Et je vous pose une deuxième question, qui se sent vulnérable? Et c'est ça qui va être extrêmement intéressant, c'est que on se sent globalement performant parce qu'on vit dans une culture de la performance et on se cultive. On cultive notre performance. Quand on vient voir Marc et on lui dit, en fait, quand on regarde l'évolution que tu as eue dans ta carrière, on a envie de savoir, en fait, pourquoi c'était quoi ton moteur profond, ta motivation intrinsèque. Il dit, en gros, désolé, vous êtes trompé de personne. Moi, je suis pas invulnérable. Je suis pas invulnérable parce que j'ai pas mentalisé, j'ai pas justement apprécié ça. Et en fait, les questions, c'est que oui, et c'est ce qu'on voit dans l'exposition, c'est que ceux qui ont vécu des expériences fortes de vulnérabilité, notamment la maladie ou les danses, eux, ils le vivent, l'expérience. Et du coup, ce qu'ils disent souvent, c'est, déjà, on l'a dit juste avant, tout le monde ne transforme pas. Et après, dans ceux qui transforment, eux, ils sont extrêmement habités. Mais j'allais dire, ça, c'est quelque chose qui est terrible et qui est un peu partout. Nous, on le vit, par exemple, chez Advance en termes de cybersécurité. La menace, elle existe partout. Vous allez voir les clients, vous leur dites, attention, vous vivez une immense risque de vous faire attaquer. Mais la plupart, tant qu'ils ne se sont pas fait attaquer, je vous assure qu'ils investiront jamais dans leur entreprise pour se protéger ou se préparer à ça. Nous, c'est la même chose. Voilà, donc tu as raison, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant pour les gens qui ont vécu l'expérience et ils vont avoir cette occasion de développer des aptitudes et des compétences extrêmement fortes et du leadership. Et puis il y a ceux qui ne l'ont pas encore vécu ou pas de la même manière. Et pour le coup, le conseil, c'est comment est-ce qu'on le cultive? Comment on cultive aujourd'hui la performance? Bonjour. Donc je voulais vous demander, moi, avant de pouvoir cultiver nos vulnérabilités, avant de pouvoir en parler, comment est-ce qu'on fait pour mettre le doigt sur quelles sont nos vulnérabilités et puis sur quelles sont les vulnérabilités des autres collaborateurs dans notre équipe notamment, pour pouvoir les aider, les accompagner et puis pour pouvoir nous-mêmes nous former à appréhender mieux nos vulnérabilités. Tenter de prendre, c'est pas une question facile. Je pense que c'est la vie qui nous apporte aussi cette connaissance de nous-mêmes. C'est une question. Votre question, c'est comment mieux me connaître moi-même. Et donc, j'ai envie de vous répondre avoir le courage d'être soi et de reconnaître ses limites, ses fragilités, mais
parce que vous les aurez vécus, mais voilà, il n'y a pas, vous ne serez pas plus performant parce que vous saurez aujourd'hui ce que seront vos vulnérabilités demain. Peut-être qu'aujourd'hui, vous connaissez déjà vos faiblesses. On vous demande parfois quelles sont vos forces et vos faiblesses. Vous en connaissez sans doute certaines. Et vous savez bien que les forces sont avec les faiblesses et réciproquement. Donc, c'est cette lucidité sur soi-même, j'ai envie de vous dire, qui est très importante à cultiver pour vous, en acceptant des autres le feedback qu'ils vous font, et vous-même en ayant peut-être cette réflexivité. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Tout ça, ça me paraît très important. Par rapport aux autres, c'est vraiment ne pas les juger a priori. Et puis c'est de laisser venir la relation, de faire confiance et finalement de mettre à nu ce qui se joue dans la discussion et dans la relation. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de cacher, de mettre sous le tapis des tensions qui peuvent exister. Il y a une façon de le dire, une façon de le vivre. Le pire, c'est quand les tensions, on est dans le déni. Le pire, c'est ça, parce que ça va exploser un jour. Donc ce qui est important, c'est de dire son ressenti. Vous savez, on parlait peut-être un jour de communication non violente. Voilà ce que je ressens. Voilà ce que je ressens de ce que tu m'as dit. Là, j'ai peut-être été un peu blessée. Voilà, est-ce qu'on peut en parler? Mais voilà, être authentique, tu parlais d'authenticité, c'est un mot vraiment auquel je tiens beaucoup, moi aussi. Et ne pas hésiter à être soi, ne pas hésiter à dire ce qu'on ressent, parce que c'est la façon la plus modélisante de mettre l'autre à l'aise et de l'aider aussi à être lui-même. Parce que dans une organisation, quand les personnes se sentent autorisées à être elles-mêmes, je vous assure que ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà. Donc ça, c'est un élément, c'est pas quelque chose à savoir absolument avant de partir, c'est quelque chose à vivre, à appréhender, et ce ne sera pas parfait du premier coup, ça je peux vous le dire. C'est souvent très tentant de dire, quand on a une conviction, voilà ce qu'il faut faire, de sortir du rang en disant, et de fermer la parole. Tout ce qui est passionnant, c'est de laisser la parole émerger. Donc voilà. Donc on parle souvent de position basse en coaching. C'est-à-dire comment on laisse cette parole émerger de manière à ce que la décision soit prise par le groupe, de manière à ce qu'il y ait une adhésion, de manière à ce que l'autre se sente entendu et reconnu. Donc tout ça, c'est des choses que vous apprendrez en le vivant. Mais si vous vous fixez d'être dans cette ouverture-là, vous y arriverez très bien. D'où l'intérêt d'en parler. Pas d'en parler avant de commencer et pas forcément, nous on fait une relecture de ce que nous avons vécu et c'est sûr que maintenant qu'on met des mots sur les choses et qu'on en prend conscience, on est plus fort. Dès lors qu'on nomme les choses, on est beaucoup plus fort. Donc voilà. Peut-être ajouter juste un petit truc, on parle beaucoup de la zone de confort. Un autre truc que tout le monde essaie de nous faire, c'est de nous sortir de notre zone de confort. Moi, maintenant, je suis arrivé, là, pour le coup, c'est pareil, c'est un peu rétrospectif, mais je me dis, mais en fait, arrêtez de m'emmerder avec ma zone de confort. Moi, je suis très bien dans ma zone de confort. Et ça n'empêche pas d'être... Moi, j'ai eu un tempérament pionnier, j'ai été entrepreneur, je suis parti en des sabbatiques, j'ai baroudé en Amérique du Sud. Enfin, j'ai fait plein de trucs que plein d'autres personnes n'auront pas fait. Pourtant, à chaque fois, j'ai essayé de rester dans ma zone de confort. Donc, quand j'y pense, moi, tu disais, on travaille beaucoup. Un jour, quelqu'un m'avait dit, parce que j'ai travaillé en société de service, donc j'ai aussi fait de l'informatique, j'ai codé à un moment de ma vie. Les gens m'ont dit, un bon développeur, c'est un développeur feignant. A fortiori avec l'IA maintenant, alors il y a intérêt à être très très feignant, parce que ça code tout seul. Moi, c'est resté dans ma tête, et je me suis toujours dit, mais pourquoi s'emmerder à travailler le plus possible? C'est comment je peux faire pour préserver du temps pour moi et être feignant. Alors, moi, à côté de ça, je ne vais pas vous mentir, moi j'ai une capacité de travail importante, je pense que vous aussi si vous êtes là. Donc il y a des moments où quand je me réveille, vous l'avez sûrement fait d'ailleurs pour les examens, hein, pendant une semaine on fout rien et puis 2 heures avant l'examen on potasse, et vous avez cette capacité à vous réveiller un moment et dire on y va, on envoie un gros coup. Moi je fais un peu ça aussi dans ma vie, et toujours, il y a des moments où je mets un gros coup de collier, puis il y a des moments où je dis wow, voilà. Ça n'empêche pas de réussir des choses intéressantes et voire importantes, tout en restant dans sa zone de confort, ou en tout cas en prenant conscience de ce qu'est sa zone de confort. Vous disiez comment je découvre mes vulnérabilités, je pense que vous le savez déjà, et si on est honnête avec soi-même, je pense que ce que tu disais, c'est juste au moment où on le sent, qu'on n'est pas dans sa zone de confort, qu'on commence à transpirer un peu, qu'on commence à se dire « Oh là là, ça me plaît pas, cette situation », et c'est juste d'introspecter un peu ça et de regarder si on a envie de le dépasser. Et dans ce cas-là, on a le droit de vouloir agrandir sa zone de confort ou juste de l'accepter. Et moi, il y a plein de choses que j'accepte. Par exemple, je ne fais jamais un seul passage en TV parce que ça me fait peur. Je n'ai pas envie d'aller sur un plateau télé.
Et je le dis à tout le monde. Donc les gens me disent, mais t'as qu'à te média traîner, et je sais que le jour où je vais être média traîné, il va falloir que j'y aille, donc je ne veux pas être média traîné. Voilà. Comme ça, je continue à raconter des trucs. Les gens me disent, ouais, tu as 3 choses à dire, dis les 3 choses, et surtout pas. Moi, j'aime bien dire autre chose que ce que j'avais prévu. Voilà. Donc, je me permets de revenir quand même sur ce terme de cultiver la vulnérabilité, puisque c'était l'objet de la question précédente. 1, 2, ok, là c'est bon. Puisque c'est... Peut-être que vous direz que c'est une bataille sémantique, mais ça me perturbe beaucoup de dire qu'il faut cultiver la vulnérabilité directement. Je trouve qu'on peut la saluer, puisque sans la vulnérabilité, effectivement, nous serions des espèces de surhommes, surfemmes. À ce moment-là, on n'aurait plus de capacité de progrès, on n'aurait plus de raison d'aller vers l'autre non plus. Mais pour moi, il ne faut pas faire le culte de la vulnérabilité en elle-même, mais cultiver la communication autour de la vulnérabilité, ce qui est en train d'être fait, mais il ne faut pas la cultiver elle-même directement, puisqu'il me semble que c'est une antinomie même avec le fait de persévérer dans son être. Puisque lorsque je persévère dans mon existence, je cherche au contraire à combler ma vulnérabilité. Je cherche à aller vers les autres pour apprendre, pour être meilleur que ce que je n'étais hier. Je cherche à me protéger de ce qui peut m'arriver et que je ne contrôle pas. J'ai vécu un cyclone, par exemple, et mes parents n'étaient pas là à cultiver le fait que l'homme est faible face à la nature dans cet empire spinozien et à attendre que vents et marées s'effondrent sur nous. Donc je n'aime pas cette idée de cultiver la vulnérabilité. Je préfère l'idée de cultiver autour de sa communication pour qu'on se rapproche et pour qu'on puisse combler cette vulnérabilité. Absolument. Alors, vraiment, je fais écho absolument à ce que vous dites, c'est-à-dire que ça ne peut pas être une idéologie, ça ne peut pas être une injonction, c'est une prise de conscience d'être. Et avec cette prise de conscience, c'est comment on a son rapport à soi, aux autres et au monde en fonction de cette vision et de cette conscience de nos limites. Voilà. Mais je partage 100% votre réaction. C'est une des premières raisons qui m'avait fait que j'avais un petit peu peur de devoir tourner ces vulnérabilités en positif, et tu l'as dit aussi dans ton introduction. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai utilisé le mot ou pas, mais peu importe, je rejoins complètement le propos. Il ne s'agit pas de cultiver ça. Et d'ailleurs, vous avez dit juste après... je vais essayer d'être meilleur demain. Même cette injonction à être meilleur demain qu'hier, moi, je ne me l'applique pas. Enfin, je pense qu'on l'a tous dans un coin de notre tête, mais je ne sais pas si ce n'est pas déjà un peu trop difficile. Pas forcément de performance, on parlait de morale aussi. Oui, de morale, mais même... Dans ce que vous critiquez, oui. Non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que vous pensez forcément que... Merci. Pardon. Parce que vous pensez forcément... que ce dont je parle en parlant de meilleur, c'est un objectif de performance, et vous ramenez, parce que vous avez utilisé ce terme. Oui, ok. Alors, mais en tout cas, je l'appliquerai aussi volontiers à la morale. Il n'y a pas de souci là-dessus non plus. Okay. Oui. Non. Okay. Et effectivement. Effectivement, le mot meilleur peut être déstabilisant parce qu'on entend une notion un peu quantitative aussi derrière et comme vous dites, de performance. C'est plutôt, vous parliez de persévérer dans son être ou de grandir en tant qu'être humain, en fait, mais grandir dans tous les sens du terme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que par cette introspection que tu évoquais, par cette attention à la relation humaine, cette attention à sa propre façon d'être vis-à-vis des autres, je pense que c'est une possibilité de grandir pour soi-même et de se sentir plus relié, ce qui donne de la force et de la joie. Alors, désolé, je voulais juste rebondir sur ça. En fait, la dernière chose que je voulais dire, c'était que, qu'on le veuille ou non, on est dans une société de performance. Donc, dans ce contexte-là, si on veut cultiver, pas cultiver, mais reconnaître notre vulnérabilité, et je préfère utiliser le mot reconnaître, si on voulait reconnaître notre vulnérabilité, on serait de toute façon des minorités, dans la mesure où tout le monde est dans une logique de performance. Et même, je dirais un peu plus loin, dans la mesure où certaines personnes veulent utiliser notre vulnérabilité pour nous avoir. Donc, dans cette mesure-là, par exemple, comment est-ce qu'on peut se comporter face à quelqu'un qui souhaite utiliser notre vulnérabilité justement pour nous écraser? Parce qu'on est dans une logique de concurrence et de performance de toute façon. C'est pour ça que l'invitation, c'est celle de repenser la performance. La performance, elle a plein de définitions. Et donc, ce qui est intéressant, c'est dans le fait de reconnaître la vulnérabilité comme étant sûrement le plus petit dénominateur commun du vivant. Ça permet de dire une chose, il y a quelque chose d'indissociable entre ce que je suis, les autres, le vivant, la nature. Et donc, en gros,
si on est indissociable, il va falloir qu'à un moment donné, quand je souhaite créer de la valeur, je réussisse à créer de la valeur pour tous. Et ça, après, il y a un parallèle qui est très joli et sur lequel, peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà un peu regardé les travaux d'Olivier Hamon sur la robustesse. Et ça, c'est un très joli parallèle parce qu'il repart en plus réellement d'une observation de la nature. Et justement, derrière, il développe toute cette logique de, aujourd'hui, on devrait développer davantage la robustesse. Et quelque part, la robustesse, ça ne veut pas dire ne pas être performant, mais ça veut dire que la nature est performante. Mais elle est performante, en fait, en étant beaucoup plus globale, en englobant beaucoup plus de choses et en étant en fait adaptée pour pouvoir justement faire face aux crises, ne pas être en surperformance. Donc souvent, c'est ce qu'on dit, souvent face aux crises, le monde aujourd'hui dans lequel on vit et dans l'idée de ce qu'on fait de la performance, on a un mauvais réflexe, c'est qu'au moment où ça va pas bien, on a tendance à tout optimiser. Ça va mal, tire sur le manche. Et quand on regarde dans la nature, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Au contraire, elle est plutôt sous-optimisée pour pouvoir en fait justement se préparer à pouvoir justement passer les crises. Et il y a un très beau parallèle en tout cas entre comment est-ce qu'on repense la performance et justement on l'inscrit dans cette logique de robustesse. Je vais prendre le cas très simple chez Advance puisque c'est vraiment plus ce qu'on essaye de faire. Nous on essaye de développer ce qu'on appelle un modèle de performance globale. Donc on essaye de mettre performance économique, sociale et environnementale à même hauteur et de démontrer que parce qu'on investit justement aujourd'hui à égale mesure sur ces performances, ça va nous permettre sur un des secteurs les plus compétitifs aujourd'hui, qui est celui de la cybersécurité, de montrer qu'en fait, on peut justement développer une croissance, une création de valeur qui puisse justement être aussi bonne, on espère même meilleure, pour le coup, que ce qui se passe sur des modèles extrêmement classiques. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le fait de refuser la vulnérabilité, c'est extrêmement destructeur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On le constate d'un point de vue environnemental. Il y a une destruction qui est en train de se faire aujourd'hui du vivant et de la nature qui est colossale. Puis même, vous allez voir rapidement, aujourd'hui, l'état de santé des collaborateurs, notamment on prend juste le sujet de la santé mentale, et pas que des collaborateurs, des dirigeants, il est extrêmement préoccupant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus en capacité, avec toutes les capacités qu'on a aujourd'hui, cérébrales, intellectuelles, de faire correctement notre travail de dirigeants, de managers, de collaborateurs dans l'environnement dans lequel on nous demande de le faire. Donc on atteint clairement aujourd'hui des limites de ce que l'on peut faire. Donc on épuise les ressources humaines, on épuise les ressources naturelles, et donc l'invitation à repenser la performance et à accepter, à accueillir notre vulnérabilité, c'est celle-là aussi. C'est celle de rendre tout simplement l'économie, l'entreprise dans laquelle on vit, pérenne, durable. Ce que vous dit Grégoire, c'est très important parce que je ne pense pas que ce soit que prendre conscience de la vulnérabilité du monde et de soi soit pour les perdants. Je pense que c'est même une forme de pragmatisme dont vous parle Grégoire, c'est-à-dire que savoir que le monde, et que l'extractivisme a une fin, que l'entreprise qui a cultivé l'optimisation de sa performance manque de marge de manœuvre et que demain, elle va se planter parce qu'elle ne saura pas réagir à une situation fluctuante qu'évoque Olivier Hamon très bien. J'ai vraiment apporté le tract Olivier Hamon, j'en fais la pub parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait beaucoup parler de lui aujourd'hui parce que ce mot de robustesse qu'évoquait Grégoire, c'est un mot qui parle. Là, il ne parle pas de décroissance, il parle pas, et ça fait toujours peur de parler de décroissance, il parle un peu de sobriété, parle peu de résilience, parce que la résilience, c'est se relever après une chute. La robustesse, c'est une préparation de l'avenir. Et sincèrement, c'est très inspirant. Il a fait des livres plus consistants, mais ce tract Gallimard très simple reprend bien sa pensée, et je trouve qu'il fait vraiment écho vraiment à ce que vient de dire Grégoire et à cette question de la vulnérabilité. C'est-à-dire que je pense que les gagnants auront anticipé et préparé l'avenir. Ils ne l'auront pas prévu, parce qu'on ne peut pas le prévoir, il est trop complexe, mais ils l'auront préparé. Merci infiniment et merci pour votre question qui en effet résume la tension, la recherche d'équilibre dont on parle depuis le départ, qui est celle, comme vous disiez aussi, entre force et faiblesse. En un sens, la faiblesse est là, comment on travaille avec ça et comment on essaie d'avancer avec ces difficultés. Et je pense que c'est le champ de la responsabilité. J'ai aussi Hans Jonas, que vous connaissez, qui définit la responsabilité comme ce qui unit
la puissance et la vulnérabilité. Donc vous allez devoir composer avec ces réalités. Être que d'un côté ou que de l'autre, encore une fois, n'est pas une bonne option, a priori. Mais finalement, c'est aussi à vous, au niveau individuel et dans les organisations, y compris au niveau business, de trouver l'harmonie et trouver la combinaison entre une forme de puissance et la vulnérabilité qui, de toute façon, est là. Et ce sera difficile. Être puissant, c'est tout seul, dans un sens, c'est simple, même si c'est destructeur. Mais c'est assez simple. On optimise avec quelques... On sait faire. La vulnérabilité, en effet, puissance, enfin faiblesse, même presque pour elle-même, ou faiblesse laissée à elle-même, en tout cas, ne mène en effet pas très loin non plus. Mais toute la difficulté va être de composer et d'harmoniser les deux dimensions. Mais en effet, être fort et en même temps accepter, reconnaître, accompagner la vulnérabilité est un chemin qui est difficile, puisque vous allez vous confronter à des process, à des réactions, à des normes, à des enjeux en effet très, très concrets de prix, etc. Mais à la fin, ça vous ramène ou ça vous amène à des questions justement sous-jacentes. Pourquoi est-ce que je prends ces décisions? Qu'est-ce que je vise au fond? Qu'est-ce que nous visons, nous, comme sens, comme raison d'être, comme utilité dans notre entreprise? Donc, on se confronte à ces questions-là, en effet, de pourquoi on fait ce qu'on fait. Voilà. Marc, tu voulais aussi rebondir, je crois, sur... Non, mais c'est vrai qu'il y avait une forme de crainte dans votre question, effectivement de s'exposer, de donner le bâton pour se faire battre. Moi, là, on emploie vulnérabilité comme un grand mot, mais moi, j'aime bien reparler des doutes ou des angoisses qu'on a, ou des choses qui sont un peu plus dans le langage courant, qu'on vit tous. Donc, pour les reconnaître, il suffit juste déjà de ne pas être dans le déni. Moi, c'est peut-être juste ça que j'aimerais vous transmettre. Je pense qu'on est... Vous allez vous dire, oui, non, on n'est pas dans le déni. Là, on est tous dans le déni de ce qui est en train de se passer. Donc, on doit chaque jour y penser et se dire que ce qui nous entoure ou ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, que effectivement, ces angoisses, ces peurs, il ne faut pas avoir peur de les reconnaître. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Enfin, moi, je ne sais pas, quand on entend ça, on pourrait se dire, oui, alors comment je fais? Alors, il faut que j'ai des tableaux Excel, il faut que j'ai des process, non, il faut juste laisser la petite voix qui parle en vous pour regarder autour de vous ce qui se passe, vos collaborateurs, la nature, votre nature intérieure, et juste le prendre en compte, juste l'écouter un petit peu, et ne pas avoir peur de l'accueillir, même si oui, bon, en se disant pas, tiens, c'est mon compétiteur qui va m'écraser parce que j'ai ça. Moi, j'ai vraiment pas j'ai le sentiment que, pour le coup, là encore, c'est un discours qui est dominant, où on veut tous être en compétition, même dans l'entrepreneuriat, ou même dans le privé, de manière plus générale. Je n'ai pas l'impression que ça soit à ce point-là le cas, et qu'on peut s'autoriser quand même. Typiquement, moi, je vous ai partagé très librement certaines de mes angoisses ou de mes peurs. J'en parle très fréquemment, et je ne crois pas que ça m'ait joué, je ne vais pas dire le moindre tour, mais en tout cas beaucoup de tours. Voilà. Pour faire écho à ce que dit Marc, ce qu'on entend et ce qui se joue de plus en plus, c'est la question du renoncement en entreprise. Alors ça paraît paradoxal par rapport à la question de la croissance, hein, mais je prends l'exemple de l'entreprise Mustela, Expansiance, qui s'est fixée à 5 ou 10 ans d'arrêter les lingettes pour les bébés, parce que c'est un facteur d'atteinte à la biodiversité. C'est, je ne sais plus, 40% du business. Ou Nexence aussi, qui a fait le choix aussi de ne garder que des clients, voilà, certains clients qui ont vraiment de la valeur. Donc, parce que justement, finalement, rechercher la valeur des choses et les priorités, c'est beaucoup plus fort que d'essayer d'être dans l'extension de quelque chose. Voilà. Et de rechercher du sens. À Bayard, on avait une activité de croisière qui était, c'est pas notre métier, mais on sous-traitait des croisières pour nos publics. Et c'était 10% de nos émissions de carbone, mais c'était un niveau de marge pour nous très très important pour l'entreprise. Et on a fait le choix de renoncer à une partie de ces propositions de croisière, celles qui avec des gros bateaux qui allaient dans les hémisphères, au pôle Nord, etc., en faisant le choix de perdre de l'argent, mais en travaillant les relais de croissance qui permettent de réfléchir à des propositions de diversification et de voyage plus durables pour nos publics. Et ça, c'est des facteurs, certes, ça prend du temps. Certes, ce n'est pas immédiat, parce qu'on pourrait se dire faisons plus de croisières avec des gros bateaux, ça, on va encaisser de l'argent de plus en plus. Mais cette prise de recul sur la réalité des choses, ce premier renoncement,
relayé par des nouvelles activités, est quelque chose d'extrêmement créatif et qui prépare l'avenir. Donc voilà, dans cet exemple-là, par exemple, j'ai renoncé d'être dans une course à la performance et dans une compétition classique et normative, mais je me positionne dans une logique réflexive où le temps long a de l'importance et où je prépare l'avenir en perdant un peu de temps, en prenant du temps, mais ce temps, il est gagné pour l'avenir. On parle souvent de la tragédie des horizons, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est-à-dire qu'on veut ces horizons qui font qu'on essaie de s'adapter au court terme et de créer de la marge à court terme, mais qu'on oublie l'avenir. Soyez des entrepreneurs responsables et pensez aux deux. Vous avez cette capacité intellectuelle de le faire, vous êtes les premiers à pouvoir le faire, parce que vous avez cette force-là. Et soyez dans cette logique-là, et c'est celle-là qui est celle de l'avenir, parce que de toute façon, les choses vont s'éteindre dès lors qu'elles ne seront plus respectueuses de l'environnement et du lien social. Marc, est-ce que tu veux nous dire un mot de ce que tu fais depuis 2020, le projet FEV, et peut-être sur cette question systémique, planétaire, business, et puis peut-être un appel à un entrepreneuriat tel que tu le fais. Tout à l'heure, tu parlais de la nature est sous-optimale. Alors, je crois que je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois qu'on cite souvent le rendement de la photosynthèse. Il est fait référence, Olivier Hamon. C'est moins de 5%. Il me semble que c'est 1% ou 2%. Quand les arbres ou les plantes font des graines, elles les disséminent par millions, parce qu'en fait, elles espèrent qu'il y en ait une qui finisse par pousser. Donc, c'est vrai que la nature, elle a cette capacité-là. Tu disais, ceux qui survivront, ils n'ont peut-être pas prédit l'avenir, mais ils l'auront préparé, ils auront travaillé, ils se seront posés ces questions-là. La nature, tel qu'on le fait en agriculture à l'heure actuelle, on fait tout sauf ça. On va suroptimiser les cultures. Donc moi j'aime bien aussi l'image de la Formule 1. La Formule 1, on change longtemps que je regarde plus, mais on change les 4 pneus en 6 secondes ou je sais pas combien. Ça marche très bien. Par contre, on met la Formule 1 sur une route normale, il y a un caillou et un petit trou, le truc il est déglingué. Donc ça marche plus. L'agriculture intensive, c'est exactement pareil. Ça marche très bien tant qu'on a tous les trucs aux petits oignons, les intrants pour fertiliser, les pesticides pour tuer les ravageurs. Et voilà. Et donc on a mis sous contrôle la nature pour la rendre plus performante dans un horizon court terme, en fait. Et on a oublié que ce qu'on faisait, c'était un horizon court terme qui s'opposait à un horizon, séculaire, mais on parle plutôt de millions d'années. L'extractivisme fossile, c'est pareil. On a oublié que les réserves de pétrole qu'on allait bousiller en 150-200 ans, elles avaient mis 65 millions d'années à fossiliser. Ça, c'est quelque chose d'assez drôle également. Et bon, bref. Et donc, moi, ce que j'ai choisi d'entreprendre en 2020, c'est moi, je suis ingénieur agro, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, et j'ai voulu aider un projet qui avait du sens. Et pour moi, un des trucs qui a le plus de sens, quand je regarde nos besoins essentiels, c'est notre alimentation. Alors évidemment, on peut questionner, il y a la santé également, il y a l'accès à l'eau, puisqu'on doit tous boire, mais on mange tous plusieurs fois par jour. Et l'alimentation, elle est à croisée de... Finalement, c'est des choses que moi j'ai réalisées malheureusement assez tard et sur lesquelles vous travaillez sûrement vous en tant qu'étudiant, mais elle est à la croisée de tous les sujets sociaux et sociétaux et environnementaux. Donc quand on parle d'alimentation, en ce moment, on parle ni plus ni moins que des capacités de production liées à la photosynthèse et au sol, mais donc on parle de biologie, on parle d'agronomie, mais on parle aussi de revenus des agriculteurs, on parle d'agribashing, on parle d'insertion d'une catégorie sociale à l'intérieur de la société, de la façon dont les consommateurs les voient, mais on parle aussi de mondialisation, de traités de libre-échange, de dumping social, de dumping environnemental, et toutes ces choses-là, en fait, font que je me suis dit, c'est presque le sujet le plus important qu'on puisse toucher quand on est entrepreneur et sur lesquels on a envie d'agir, même si c'est modestement, en tout cas d'aider un petit peu. Et donc... assez naturellement, parce que moi j'ai quand même eu la tentation en tant qu'entrepreneur de la tech d'essayer d'apporter ma pierre à l'édifice en trouvant du sens et en me disant quelle technologie je peux mettre au service d'une cause, et donc d'avoir un projet qui était plutôt technology first pour essayer de mettre mes compétences récentes au service de l'environnement. Et finalement, je suis revenu à un truc beaucoup plus simple, qui est de dire, il y a tout un basculement générationnel en ce moment. Donc la génération des gens qui sont nés après-guerre est en train de passer la main et part à la retraite, voire devrait être parti à la retraite depuis quelques années. Et donc la nouvelle génération d'agriculteurs est en train de s'installer en ce moment. Il y a la moitié des agriculteurs qui vont donc passer la main et la moitié des exploitations françaises qui sont en danger de ne pas être reprises.
Et donc nous, avec FEV, donc l'entreprise que j'ai montée en 2020, on aide cette nouvelle génération à s'installer sur des fermes agroécologiques. Et comment on fait ça? On lève en fait des capitaux privés auprès des citoyens. Ça représente 2/3 de nos fonds, et d'institutionnels comme la Caisse des dépôts, et puis des assureurs comme Allianz, des fonds comme Mirova ou le Ecofi du Crédit Coopératif, par exemple. Et donc là, on a levé, donc, pour vous donner un ordre d'idée, une 50aine de millions d'euros qu'on déploie en achetant des fermes et en les mettant en location, avec un mécanisme d'option d'achat, des agriculteurs et agricultrices qui ont choisi de faire bien les choses, donc qui ont choisi de changer de pratique par rapport à ce qui s'est pratiqué depuis, en gros, depuis les années 60. Et donc, la façon dont on voit ça, c'est de se dire qu'il y a un gisement énorme d'épargne privée ou d'investissement privé qui peut venir, et on le réoriente vers des agriculteurs et agricultrices qui changent la donne. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que dans tout le marasme qu'on connaît sur l'agriculture et sur l'environnement à l'heure actuelle, on a un peu l'impression qu'on est piégé, mais fondamentalement les agriculteurs, ils ont à 80% l'envie de changer. Donc si vous leur demandez est-ce qu'on a envie de changer, tout le monde a envie de changer. Les agriculteurs, ils en ont marre de s'empoisonner eux-mêmes, évidemment. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur donner les moyens de changer en libérant un frein qui est l'accès à la propriété et l'installation sur une ferme qu'ils n'auraient pas pu payer à la base. Donc, aidons-les tous à changer. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose comme un appel ou quelque chose avec lequel vous voulez nous laisser les étudiants, autre chose, en tout cas ajouter? Il y a une question, super. Bonjour. Je pense qu'on vit quand même dans un monde dans lequel on a appris à produire beaucoup de valeur sur la vulnérabilité des autres. Et je pense même à l'échelle du système. Je pense à des métiers comme l'industrie pharmaceutique, mais aussi par exemple la finance, le conseil, l'assurance, tous ces métiers qui se nourrissent un peu de la vulnérabilité d'autres, et des métiers dans lesquels la majorité, en tout cas une grosse partie d'entre nous vont finir. Est-ce que dans votre intervention, on doit voir plutôt une condamnation de ces métiers-là ou une transformation à venir? Qu'est-ce que vous en pensez et comment on fait pour avoir une éthique de la vulnérabilité dans ces métiers-là? Métier de l'assurance, on ne va pas y couper. Il va y avoir de plus en plus de choses à assurer. Non, c'est une bonne question. Je pense que l'éthique, alors je crois que tu me parlais que tu avais justement des cours d'éthique ou des choses que vous essayez de mettre en place. Pour moi, ça pose globalement la question du sens. Je vais être plus général parce que votre question, elle est difficile, mais de manière générale, ça pose la question du sens de ce que l'on fait. Assurer des récoltes agricoles, c'est pas pareil qu'assurer certaines activités qu'on considère désormais comme du passé ou extractivistes et tout ça. Et donc je pense que dans chaque catégorie de métier, ou que ce soit du primaire, secondaire, tertiaire, il y aura toujours des choses qu'on a envie d'encourager ou pas. Moi, ce qui me préoccupe le plus à l'heure actuelle, et que je dis souvent, c'est que l'économie sociale et solidaire, demain, ça ne devrait pas être 12%, ça devrait être la norme. Un jour prochain, peut-être, ça n'en prend pas le chemin pour l'instant, mais on va se poser la question de l'utilité globale des entreprises. Les associations, on les questionne finalement assez peu, même s'il y a des associations qui font évidemment n'importe quoi, mais dans le tissu associatif, il y a plein de gens qui essayent d'aider. Dans les entreprises, c'est pas ce qu'on leur demande en premier. On leur demande de servir des profits aux actionnaires. Et de manière générale, je pense que pour qu'on soit demain de plus en plus aligné et qu'on respecte une forme d'éthique, il va falloir se poser la question de l'utilité de chacune des entreprises. Alors c'est évidemment très débattable, ça dépend de choix politiques, ça dépend aussi de réflexion morale peut-être, mais certains pans du business, à mon sens, vont disparaître dans les années qui viennent. Et il y a des choses qu'on ne s'interdit pas aujourd'hui, qu'on s'interdira dans 20 ans. Et voilà. Et donc, mais par contre, il faudra toujours assurer des trucs. Et il faudra toujours faire du conseil. La question, c'est est-ce qu'on fera du conseil agronomique ou du conseil en finance dégueulasse pour... voilà, bon, je vous laisse imaginer. Et puis, votre rôle, il n'est pas forcément de renoncer à ce type d'activité si vous jugez ou si vous pensez qu'elles ne sont pas forcément dans le sens... totalement éthique, c'est aussi vous avez aussi cette responsabilité de changer le système de l'intérieur, je pense. Et donc, les questions éthiques, c'est aussi accepter le doute, accepter que rien n'est naturel, il n'y a pas de vérité absolue, et donc, comment dire, forger des dilemmes. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple dans l'entreprise dans laquelle je travaillais à Bayard, accepter une publicité pour les SUV, par exemple, dans une revue de nature.
une revue de nature qui a des problèmes financiers, qui a besoin de survivre, comme beaucoup de revues et de titres de médias, et qui se dit, bon, cet acteur publicitaire a beaucoup d'argent, si j'encaisse le revenu de cette publicité, je vais mieux vivre. Mais si je produis cette publicité, si je l'expose auprès de mon public, qu'est-ce qui va se passer à long terme et en quoi n'est-ce pas dissonant par rapport à mon contenu éditorial? Mais je ne présume pas de la réponse à cette question, je dis juste qu'il faut se la poser. Et que dans certains acteurs de l'entreprise, et je l'ai vécu, n'ont même pas envie de se la poser. Ok, la pub arrive, c'est de l'argent, je le prends. Ben non. Votre question, c'est de remettre du sens et remettre du projet. C'est pour ça que c'est important, la notion de raison d'être, d'entreprise à mission. Enfin, on n'est pas obligé d'être entreprise à mission pour se poser la question du sens, mais en tout cas de se dire qu'on peut partir d'une entreprise dont l'impact est plutôt négatif sur le monde, mais se dire qu'on a envie de la changer, sincèrement. Et c'est le chemin qui compte, ce n'est pas forcément le résultat intrinsèque. Donc il ne me semble pas nécessaire de renoncer, de refuser, de rentrer dans des organisations, même si ce n'est pas forcément qui soient pas parfaitement pures. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui sont parfaitement pures? Mais se dire, voilà, comment moi, avec mon courage, avec mon intelligence, avec ma vision du sens, je peux contribuer à ce changement. Et il me semble que c'est déjà une bonne façon de prendre les choses. Et dans la question que tu évoquais, Romain, moi j'ai envie de vous dire, ayez le courage d'être vous-même. Voilà. Ne soyez pas ne mettez pas le masque dont vous pensez que c'est celui qui est réclamé de vous. Je suis assez d'accord avec Florence. Je pense qu'il y a l'entreprise globalement, c'est une nuisance. D'ailleurs, dans les bonnes lectures dernièrement, la semaine dernière, beaucoup connaissent sûrement l'entreprise Patagonia qui vient de sortir son rapport d'investissement que j'ai dévoré, que j'ai trouvé très intéressant. Une entreprise très engagée qui explique justement un peu quelle est sa démarche. Et même quand on est pionnier depuis des années sur les logiques de durabilité, comment est-ce qu'on peut regarder aujourd'hui l'entreprise et donc, ce qui est important, je pense en effet, c'est de s'y retrouver, d'aligner sa raison d'être. Une question, moi j'aime bien. Est-ce que vous savez, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, vous savez combien de temps on travaille dans une vie? En gros, si vous vivez 80 ans, vous allez travailler 90 000 heures dans votre vie. Ça représente 10 ans non-stop, jour et nuit. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez passer quand même plus de temps à travailler que vous allez passer de temps avec votre famille, avec vos amis ou à faire les passions qui vous occupent. Ce que je trouve extrêmement intéressant quand on regarde ça, c'est que le sens profond du travail, c'est celui d'être soi-même, c'est celui d'être heureux. Et la question du sens, elle est extrêmement importante. La question qui est la bonne question, c'est soyez heureux et travaillez pour être heureux. Et si jamais vous faites ça, vous regardez tout à l'heure, la question c'était comment est-ce qu'on voit nos vulnérabilités en se regardant, en s'écoutant soi-même, en écoutant les autres, en écoutant la nature, et que vous, très simplement, vous essayez en tout cas dans ce que vous faites d'être heureux. Je pense que vous aurez déjà fait une grande partie du chemin. Le temps passe et surtout, c'est difficile d'imaginer une meilleure conclusion que ce que vous venez de dire chacun. Donc merci infiniment. À moins qu'une main se lève vigoureusement pour ajouter une question ou autre. Moi, je voulais remercier infiniment chacun de nos invités, Florence, Marc, Grégoire, et chacun de vous pour la conversation. Ah, allez, Martine. Tout à fait, Will Schutz, l'élément humain. Vous aurez d'ailleurs des cours l'an prochain, parmi les cours proposés, les électifs, un cours qui s'appelle, j'ai plus le titre, mais un cours enseigné par Patrick Delamer, qui est coach et qui vous parle notamment de cette dimension pour mieux vous connaître et mieux prendre conscience de vos comportements et des dynamiques d'équipe pour pouvoir aller sur ce chemin dont nous parlons. Donc merci infiniment pour tous ces éléments-là, en effet, se connaître, se questionner, douter, poser en effet les bonnes questions, combiner puissance, certaines formes de puissance et les vulnérabilités et les faiblesses, et comment ne pas voir aussi
autant d'appels à vivre le parcours engagement que vous êtes en train de vivre à partir de rencontres, de relations, d'observations, de prise de conscience, pouvoir mieux vous connaître justement et construire un chemin de bonheur et de réussite, ou peut-être même davantage d'accomplissement pour vous. Donc j'espère que c'est ce que vous vivez déjà dans votre engagement citoyen, et autant de questions que vous pourrez traiter au cours de l'année et pour la suite, on l'espère. Merci infiniment à tous, merci à tous les trois. Il y a quelques rapports guides vulnérables ici, pour ceux que ça intéresse.